sur les chemins de la transition. Notre région capitale concentre 12 millions d'habitants et de nombreuses activités sur un très petit territoire. L'Île-de-France fait donc face à de nombreux enjeux environnementaux. L'adaptation est devenue aujourd'hui une urgence. À chaque épisode, explorons des pistes de transition écologique envisageables à l'échelle régionale avec un chercheur de l'Institut Paris Région. Aujourd'hui, découvrons comment nous pouvons choisir une gestion de nos ressources plus circulaire avec Martial Vialex, urbaniste à l'Institut. Qui dit grande métropole suppose un grand besoin de ressources. 500 millions de tonnes de matière sont mobilisées annuellement par le territoire francilien. Peut-on aujourd'hui influer sur notre volume de consommation ? Alors, oui, on peut influer sur notre volume de consommation, même si c'est évidemment une lourde tâche. Effectivement, en fait, juste rappeler que l'Île-de-France, à l'image des grandes métropoles, se caractérise par ce qu'on appelle un métabolisme particulier. Alors, qu'est-ce que c'est un métabolisme à propos d'une région peuplée d'hommes et de femmes ? C'est tout simplement le fait que, pour fonctionner, en fait, un territoire a besoin de diverses ressources. On appelle ça aussi des flux de matière et d'énergie pour son fonctionnement quotidien. Donc, on parle de matériaux de construction, d'alimentation, pour nous nourrir évidemment, d'eau, et d'énergie pour faire fonctionner nos transports et nos bâtiments, en gros. Donc ce métabolisme de l'Île-de-France, il est massif. C'est sa première grande caractéristique, en fait. On parle de millions et de millions de tonnes, comme ça vient d'être rappelé. Donc oui, cette consommation massive, on peut essayer d'influencer sur son volume, et ça renvoie en fait au premier enjeu, c'est-à-dire que face à ce caractère massif de ce métabolisme, un mot un petit peu à la mode en ce moment, c'est la sobriété. Et ça renvoie du coup à l'idée qu'il faut réduire ces consommations de ressources, parce que sur le long terme, c'est tout sauf soutenable, en fait, de par diverses raisons, bien évidemment. Hein. Le fait que les ressources sont non renouvelables dans leur grande majorité, le fait qu'on les extrait très loin, en grande partie, des limites du territoire francilien, donc ça crée une forme de dépendance en fait du territoire francilien, et aussi du fait que durant tous ces processus-là, on émet beaucoup de gaz à effet de serre, donc ce métabolisme est à l'heure actuelle tout sauf soutenable. Une diversité de solutions sont possibles pour réduire ces consommations-là. Évidemment, c'est le plus dur à faire, hein, mais en plus, diverses solutions qui intéressent à la fois les citoyens et citoyennes qui écouteront peut-être ce podcast. Donc ça renvoie à des solutions plutôt de comportement des franciliens, donc sur nos choix de consommation, sur nos choix de vie, etc., etc. Bref, tout un ensemble de leviers, on appelle ça un peu la sobriété d'usage, qui renvoie un peu à nos modes de vie. Ça, c'est un premier pan, entre guillemets, de solutions. Voilà. Et le deuxième pan de solutions, c'est celle qui nous intéresse plus spécifiquement à l'Institut Paris Région, en fait, c'est les solutions qui vont être plutôt tournées vers des solutions de l'aménagement du territoire ou des solutions d'urbanisme, des solutions plus macro. On parle plutôt de sobriété structurelle, en fait. Et donc ça s'incarne dans des projets qui sont assez concrets. On est presque 100% circulaire du moment que, en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, on ne démolit pas et on n'excave pas de terre. Pourquoi ? Parce que démolir des bâtiments et excaver des terres pour faire des fondations de bâtiments ou des ponts, des tunnels, des routes, tout ça, c'est ça en fait qui fait notre consommation, en très grande partie. Donc tous les projets d'aménagement qui vont contribuer finalement à reconvertir des bâtiments, les réhabiliter, les transformer. On parle aussi de faire des constructions plus modulaires, plus flexibles. Il y a vraiment toute une batterie en fait de solutions qui contribuent à ça, à ne pas démolir et à ne pas excaver de terre. Donc en fait, l'urbanisme qui permet de reconvertir, transformer les tissus existants s'inscrit pleinement dans une logique d'un urbanisme plus sobre, pour répondre du coup à ce premier enjeu, et aussi d'une certaine manière plus circulaire, même si le circulaire, ce n'est pas que ça. Donc en effet, une fois que la sobriété sera intégrée en Île-de-France, on aura encore besoin de ressources. Alors comment peut-on mettre en place la gestion la moins impactante écologiquement ? Comment faire pour effectivement rendre ce fonctionnement plus écologique et plus soutenable, sachant qu'on n'arrêtera pas du jour au lendemain de consommer du béton. Donc c'est là où l'économie circulaire rentre aussi en jeu. J'ai tendance à associer l'économie circulaire à la sobriété, comme on a vu précédemment, mais c'est vrai que l'économie circulaire, elle renvoie aussi à toute une batterie, là encore, de solutions, donc avec ces différences qu'on peut avoir entre, par ordre de priorité, on va dire, le réemploi, la réutilisation et le recyclage. C'est un peu ces trois mots-clés là qui rentrent dans cette logique d'économie circulaire. Qu'est-ce qui les différencie, ces trois mots ? Le réemploi, la table qui nous sert pour enregistrer ce podcast, dans une autre vie, si on parle de réemploi, cette table reste une table. Elle ne change pas de fonction, on ne la transforme pas, on la reconditionne un tout petit peu, on la nettoie, mais elle change juste de bâtiment et elle n'est pas jetée à la poubelle, pour le dire de manière encore une fois assez simple. La réutilisation, c'est la table qui devient une cloison, qui devient une porte. Elle change d'usage. Okay, mais on est toujours dans
dans cette idée qu'elle ne subit pas de transformation conséquente, on va dire. Et à l'inverse, plutôt pour terminer, recycler la table, ça veut dire la mettre dans une filière plus industrielle, qui va la broyer, en faire des petits bouts, la couper en deux et la remettre dans divers procédés de fabrication qui vont faire que la table va être complètement transformée, en fait. Ce qui différencie du coup ces trois notions-là, ces trois modes de faire-là, en fait, c'est bien évidemment les consommations d'énergie et le fait que le recyclage va, d'une manière générale, consommer beaucoup plus d'énergie et être beaucoup plus long avec des procédés industriels beaucoup plus complexes que le réemploi. Il y a plus une notion un peu de, c'est presque de l'artisanat, quoi, quelque part, aujourd'hui, le réemploi, même si on veut évidemment aussi changer d'échelle et faire en sorte qu'il se développe très fortement. Voilà. Donc, du coup, à partir de là, on va avoir plein de projets qui vont faire du réemploi. Donc, par exemple, il y a une entreprise comme Mobus Réemploi qui travaille sur les faux planchers de réemploi dans les bureaux et qui est basée dans le département de la Seine-Saint-Denis, par exemple. Ils ont livré un bâtiment, là, il y a quelques années, qui a accueilli le siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques avec des milliers de mètres carrés de faux planchers, donc de réemploi, qui étaient auparavant dans plein d'autres bâtiments de bureaux sur le territoire francilien. Le béton, ça se prête assez bien à du recyclage, notamment par une phase qu'on appelle du concassage. Donc on prend le béton, on met dans des grosses machines qui vont en fait en sortir différents fragments et des petits cailloux, des petits granulats qu'on va ensuite remettre du coup dans la formulation de béton pour un autre bâtiment. Donc ça, c'est du recyclage. Et donc ça, il y a un projet à Châtenay-Malabry dans le département des Hauts-de-Seine où il y a tout un écoquartier, ça s'appelle l'écoquartier La Vallée, plus de 2000 logements, et sur ces 2000 logements, donc c'est quelque chose d'assez conséquent, 2000 logements qui vont donc sortir en fait avec qui ont été construits avec du béton recyclé. Donc tout ça, c'est de l'économie circulaire et ça crée, on l'a vu, des projets extrêmement variés auxquels nous, Institut Paris Région, ça va beaucoup nous intéresser parce qu'on va un peu accompagner la région et tous les territoires dans leur définition comme ça de stratégie d'économie circulaire. Mais en fait, il y a une dimension qui va nous intéresser toute particulièrement aussi à l'Institut Paris Région, c'est le fait que ces projets de recyclage, réemploi et de réutilisation, en fait, ça ne se passe pas comme ça de manière automatique. Ça a besoin en fait de tout un ensemble d'infrastructures et ça pose des questions absolument essentielles. Je dirais même que l'économie circulaire a un peu une dimension spatiale, elle s'incarne dans l'espace et ça, c'est quelque chose qui est très peu étudié. Mais alors où se cachent actuellement ces infrastructures de gestion de ressources potentielles ? Et comment pouvons-nous intégrer ces espaces sur notre territoire ? Alors ça me paraît vraiment être un défi extrêmement important. Ça renvoie aussi à tout ce débat sur la ville plus productive, les territoires plus productifs aussi. Ça pose aussi une question fondamentale, c'est que l'économie circulaire, notamment parce que c'est inscrit dans le code de l'environnement, doit un peu se développer dans une logique de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, faire du réemploi, de la réutilisation, du recyclage, ça perd de son intérêt évidemment si ça se passe à 100, 150, 200 km des limites du territoire francilien. Donc il y a un enjeu de relocaliser, de développer ce genre d'activité dont on vient de parler précédemment. Et donc, c'est un autre enjeu pour aménager l'espace. Et à l'heure où on parle du ZAN, zéro artificialisation nette, où on parle de maintenir la biodiversité en ville, par exemple, etc., ça pose des questions. Pourquoi ? Parce que ces infrastructures qui, du coup, font du réemploi, de la réutilisation et du recyclage, elles occupent des quantités d'espace qui sont non négligeables. J'ai parlé de recycler le béton dans le béton. En moyenne, une plateforme de concassage dont j'ai parlé occupe entre 2, 3, 4 hectares par installation, sachant qu'on a à peu près 80 installations sur le territoire francilien. Et pour vous donner un ordre de grandeur, le parvis de l'hôtel de ville de Paris, ça fait à peu près 1 hectare, à peu près. Donc en fait, un concasseur occupe 3 fois en moyenne la surface de l'hôtel de ville de Paris. Donc c'est quand même non négligeable à l'heure où le foncier en plus francilien est de plus en plus rare et de plus en plus cher. Sauf qu'on a besoin de ces concasseurs si on veut faire de l'économie circulaire. Même chose sur le réemploi, ça occupe des espaces plus petits. On parle de 2000, maximum 2500 mètres carrés. Donc c'est plus petit. Mais par contre, il faut que ce soit au plus proche des chantiers. Donc, et le problème, c'est que les chantiers sont en petite couronne. Donc c'est là où il y a le moins de foncier. Non seulement le foncier est cher, non seulement on a besoin d'espace du coup pour ces infrastructures, mais en plus, alors à des degrés divers, mais ces installations ont un peu une mauvaise image. Malgré le fait que l'économie circulaire a une très belle image. Donc en fait, c'est assez paradoxal d'avoir un concept qui est aussi innovant, qui attire les gens.
ça parle à tout le monde, l'économie circulaire, hein, ça tourne en rond, c'est très harmonieux, tout ça. Sauf qu'en fait, quand ça atterrit concrètement à l'échelle locale et qu'on a besoin du coup de ces infrastructures, qu'on a besoin des camions pour approvisionner ces différentes infrastructures, ou qu'on a besoin du train, etc., ou de la voie fluviale, parce qu'on développe beaucoup le transport fluvial aussi en région parisienne depuis longtemps. Du coup, c'est là où le bas blesse, quoi, si je peux dire. C'est qu'en fait, tout le monde est d'accord pour l'économie circulaire, mais personne n'est d'accord pour avoir un concasseur sur sa propre commune, quoi, ou sur son territoire. C'est vrai qu'elles émettent des nuisances, ces infrastructures, à des degrés divers, encore une fois. Forcément, quand on va être sur du réemploi, c'est ça aussi qui fait son intérêt aussi au réemploi. On va avoir moins de nuisances parce qu'on n'a pas beaucoup de transformation du produit. À l'inverse, quand on va être sur des activités plus de recyclage, ça va faire de la poussière, ça va faire du bruit. Plus l'installation va être grosse, plus il y aura de camions, en gros, pour l'approvisionner. Ouais. On aura beaucoup de flux. Donc, du coup, ça va, pour les riverains, c'est pas forcément très marrant d'avoir ça à côté de chez soi. C'est indéniable. Voilà. Donc là, il y a un équilibre qui est pas facile à trouver entre, en fait, un fonctionnement métropolitain, entre le fameux métabolisme que j'évoquais tout à l'heure, qui implique comme ça des grandes infrastructures à une échelle très macro d'un point de vue régional et on va dire des impératifs quand même de cadre de vie, des impératifs de faire cohabiter les usages comme ça à l'échelle très locale sur des petits périmètres où c'est pas forcément facile du coup de faire cohabiter ça avec des infrastructures de l'économie circulaire et productives. Donc là il y a un vrai sujet pour l'aménagement et donc pour nous Institut Paris Région. Dans une période de préparation des JO et de chantier du Grand Paris, on s'interroge. Donc comment fait-on pour faire de l'économie circulaire avec ces grands chantiers qui impliquent davantage de ressources consommées ? C'est une question là aussi qui mérite d'être posée en effet. Alors je pense qu'on peut voir un peu les choses de deux manières. Il y a une première façon qui consiste à dire, et c'est vrai, que en fait cette dynamique de projet, elle est extrêmement importante pour faire émerger les filières de l'économie circulaire, pour leur donner de la visibilité et pour contribuer en fait à les structurer. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va être investi dans ces projets-là. Un carnet de commandes pour des bâtiments, des projets, des infrastructures variées, et puis beaucoup d'attention portée à ces projets-là. Donc en fait, ces projets-là, ils sont dans une logique d'exemplarité qui est indéniable, et ils contribuent très largement du coup à développer la filière bois, à faire des bâtiments flexibles, modulaires, évolutifs, démontables dans le cas des JO. Donc on a besoin de ces projets-là, c'est indéniable. La deuxième manière de voir ça, c'est qu'il faut quand même qu'à un moment donné, on se pose la question de ce qu'on a évoqué au tout début du podcast, c'est-à-dire le fait de diminuer nos consommations de ressources et le fait d'aller vers une région plus sobre. Parce que c'est clair que sur le long terme, ce rythme, ces dynamiques urbaines en fait impliquées comme ça par non seulement le développement économique, mais aussi le fait que la région Île-de-France gagne des habitants tous les ans, donc il faut bien loger les gens. Si on peut continuer à accueillir la population supplémentaire et à maintenir, on va dire, le poids de l'Île-de-France en matière économique sur le long terme, si on se dit que c'est ça les priorités, il faut le faire en n'excavant pas, en tout cas en excavant moins, et en démolissant beaucoup moins aussi qu'on le fait à l'heure actuelle. Retrouvez les principaux constats et enjeux environnementaux auxquels fait face l'Île-de-France dans notre ouvrage Environnement en Île-de-France, disponible sur institutparisregion.fr et dans le prochain épisode du podcast sur les chemins de la transition.